On entre dans une période où l'invisible ne se contentera plus d'exister, il agira. Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce tout premier podcast de l'année 2026 afin de parler d'un sujet important, l'entrée définitive de Neptune en Bélier qui aura lieu le 26 janvier prochain. Neptune, c'est évidemment une planète de fond. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit comme un événement ponctuel. C'est plutôt une atmosphère qui s'installe, un mouvement profond. Dans cet épisode, je vais lire avec toi la carte du 26 janvier, au moment exact où Neptune va passer au degré 0 du Bélier, afin de comprendre ce qui se met en place. Je vais également avancer des hypothèses, mais des hypothèses argumentées, parce que sincèrement, cette carte, elle est très parlante. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne. Tu peux également liker cette vidéo ou mettre un petit boost si l'option t'est proposée. Ça aide énormément au référencement et donc à faire connaître mon travail. Merci du fond du cœur pour ton soutien, pour tes commentaires, pour ta présence, de surcroît en ce début d'année 2026. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de l'entrée de Neptune en Bélier. Avant d'analyser le placement direct de Neptune, j'ai envie de commencer par la maison 6 parce que on regarde dans cette carte, il y a un stellium très serré en Verseau en maison 6, mais surtout parce que Neptune entre en Bélier en maison 8 et que dans cette carte, les maîtres de Neptune nous amènent directement dans cette maison. Le maître du Bélier, c'est Mars et Neptune entre en maison 8 et la maison 8 est maîtrisée par Mars et Pluton. Et justement, Mars et Pluton sont tous les deux en Verseau en maison 6. Ça signifie que le mouvement de Neptune en Bélier en 8 déclenche directement ce qui se passe en maison 6. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement? On a un stellium très serré en Verseau avec Mars, Pluton, le Soleil, Vesta, Mercure et Vénus. La maison 6, c'est la maison du quotidien, des obligations, du rythme, du travail. C'est aussi la maison du corps physique, de la santé. C'est aussi tout ce qui relève des procédures, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit suivre, ce qui devient une norme, ce qui se répète jour après jour. Et comme tout ça est en Verseau, la coloration est assez précise. Le Verseau, c'est le collectif, les systèmes, les réseaux, la modernisation, la technique, la standardisation aussi. Donc, on est sur quelque chose qui peut parler de réorganisation, de réforme, de mise à jour, d'une nouvelle manière de fonctionner qui ne concerne pas juste une personne, mais plutôt vraiment le cadre collectif. Alors, tout d'abord, on a Mars en conjonction à Pluton. Là, on est sur une signature d'une puissance incroyable. Tous les 2 mètres, je le rappelle, de l'entrée de Neptune en Bélier. Donc, Mars, c'est l'action, l'impulsion, parfois la contrainte. Pluton, c'est le pouvoir, le contrôle, ce qui se joue en profondeur, ce qui impose une transformation. Quand Mars et Pluton sont en conjonction comme ça ne parle pas de petits ajustements. Ça parle d'une force qui pousse, qui impose un cadre. Une force qui peut réagir très fort, voire violemment, si elle sent qu'elle perd la main. Il y a également le Soleil en conjonction. Donc, le Soleil, la vitalité, ce qui éclaire, la conscience aussi. Pluton, évidemment, la maîtrise, la pression. Qui contrôle quoi ici? Donc, on est sur une transformation, mais surtout sur un enjeu de pouvoir, de direction, de contrôle. Et comme tout ça se passe en maison 6, on comprend très vite que ça vient se projeter sur le quotidien, sur l'organisation du rythme quotidien, sur le corps physique aussi, sur le travail, sur la manière dont on fonctionne. En conjonction, il y a également Mercure. Mercure à domicile ici en maison 6. Mercure, c'est la logique, les consignes, les documents, les données, les chiffres aussi. Donc, cette dynamique-là passe aussi par des règles, des procédures, des systèmes qui se mettent en place. Une rationalisation. Ça s'organise, ça s'écrit, ça se chiffre, mais surtout, ça se justifie. Et puis, il y a Vénus, la valeur, le coût, la sécurité matérielle, ce qu'on accepte et ce qu'on refuse aussi. Donc, ce que cette carte dit déjà, c'est que ce qui est en train de se réorganiser dans le quotidien va toucher aussi à la valeur, à l'argent, aux priorités,
à ce qu'on est prêt à sacrifier ou pas. Je parle de sacrifice parce qu'il y a Vesta aussi, en conjonction. Vesta, c'est la discipline, la dévotion. Ici, en maison 6, c'est le je m'astreins. Mais c'est aussi un point de résistance, Vesta, toujours dans ton thème. Hein. Vesta ne transige pas avec ce qu'elle considère être essentiel, avec ce qu'elle considère être le feu à protéger. Donc là, tu peux avoir à la fois une demande de rigueur, de contrôle, et en face une réaction. Ça, c'est non, ça, je ne veux pas. Ça, je ne le ferai pas. Ok, on se retrouve dans l'axe 6-12. Hein, oui, parce que l'astrologie fonctionne toujours en axe. La maison 12, c'est l'invisible. Donc, ce sont les angoisses, l'isolement, les troubles diffus, les troubles mentaux aussi. Hein, tout ce qui vit à l'intérieur de nous qui ne se dit pas. Donc oui, cette carte peut parler de santé physique, mais aussi donc de santé mentale. Et comme on est en Verseau, une hypothèse arrive assez naturellement ici. La place des systèmes et de la technologie dans la gestion du quotidien et de la santé. En fait, ce genre de configuration me dit que quelque chose peut devenir non négociable. Alors, pas forcément sous la forme d'une loi, mais sous la forme d'une normalisation répétée quotidienne et qui devient quelque part une loi, mais dans le faire, quoi. Ça peut être pour accéder à, pour continuer à, pour être pris en charge, pour que ça fonctionne. Il faut rentrer dans un certain cadre. Donc, première grande conclusion de cette analyse, le cœur de cette carte, c'est un enjeu de contrôle et de restructuration du quotidien. Travail, obligation, corps, la santé, avec un dispositif collectif, technique, organisé et des réactions possibles de résistance. Donc, on va repartir un petit peu sur Neptune pour comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc, Neptune rentre en bélier dans la maison 8. Tout près, il y a Saturne qui est encore en fin des poissons, mais lui aussi en maison 8. Donc, l'image, elle est assez forte. Neptune ouvre la voie, Saturne juste derrière encadre. Mais Saturne est maîtrisé par Neptune parce qu'il est en poisson. L'axe des nœuds renforce encore cette lecture. Le nœud nord en maison 8 et le nœud sud en maison 2. Ça parle d'une tension entre la sécurité personnelle, le besoin de garder la main sur ses ressources et un système où l'accès à certaines protections devient plus conditionné, plus dépendant d'un cadre extérieur. Comme on est en 8, forcément, ça touche aux ressources. Mais là, comment dirais-je, ça peut être l'argent partagé, donc ça peut être les impôts, les assurances, les aides, le système de prise en charge, hein, ou aussi les conditions d'accès de prise en charge, notamment en termes d'assurance maladie, tu vois. Le bélier ajoute une tonalité très particulière. Le bélier, c'est on agit, on tranche, on impose un rythme, ça réagit vite. Parfois, ça force la main. En fait, ça peut prendre des formes vraiment très concrètes. Quelques exemples. Première forme, des conditions d'accès. La maison 8, c'est ce qui est mutualisé. Donc, une prise en charge, une aide, une assurance, un remboursement, un dispositif collectif. Et Saturne, c'est le cadre. Donc, ça peut ressembler à, pour bénéficier de X, il faut respecter Y. Et si tu ne fais pas Y, ben, tu n'as plus accès à X. Donc, c'est pas forcément annoncé comme violent. En fait, c'est quoi? Ça me fait trop penser à la picouse. Quand ils t'ont dit non, mais c'est pas obligatoire de te faire picouser, mais les soignants, bah, vous perdez votre taf. Mais bah, tu peux plus aller bouffer au resto, tu peux plus aller boire un verre, tu peux plus aller au cinéma, ou alors il faut que tu manges debout comme un sale con. Non mais ça, c'était d'une débilité hors norme, comme si le fait de rester debout, le virus allait pas t'attaquer. Non mais vraiment, ils nous ont pris pour des cons. Et ça, vraiment, cette carte, elle me fait penser à quelque chose comme ça qui peut réapparaître. Neptune, tu vois, peut jouer sur le flou, des règles pas toujours claires, des critères qui bougent, des zones d'interprétation, hein, et surtout un récit qui accompagne tout ça. C'est nécessaire, c'est pour votre bien, on n'a pas le choix. Deuxième forme de cette structure dans le thème, ça peut être une pression financière ou administrative. La maison 8, donc l'argent, impôts, assurance. Saturne, restriction, contrôle, limite. Neptune, le brouillard, la complexité, la dilution. Tu connais Astérix et les 12 travaux, là, quand ils te disent il faut aller au 4e étage, est-ce que vous avez le formulaire 0346, gna gna. Bah, c'est exactement ça, là, la manière dont la maison 8 est structurée à cet endroit. Donc, ça peut ressembler aussi à des changements de critères, à de nouvelles grilles, à des conditions plus strictes pour accéder à. Mais ce que tu veux derrière, en tout cas,
à une caisse commune, à de l'argent qui est censé être partagé. C'est pour ça aussi que je parlais d'assurance, etc. tout à l'heure. Ça peut être aussi du coup le fait que tout devienne plus opaque, plus conditionné, plus compliqué. C'est déjà compliqué, mais là, je pense que ça va le devenir encore plus. Et c'est là, tu vois, que le lien avec la maison 6 devient assez évident, parce que les maîtres de Neptune sont tous les deux en maison 6. Donc tout ça descend dans la vie quotidienne, les démarches, les justificatifs, les protocoles, rentrer dans des cases. Alors ça, oui, je vous assure, on va essayer de nous faire rentrer dans des petites cases, ça va être intense. Troisième forme plausible, un récit collectif qui légitime un encadrement. Neptune, c'est l'imaginaire, c'est l'idéologie, le récit qui emporte en fait. Voilà le danger, voilà la solution, voilà pourquoi on doit agir, hein, en bélier. Et Saturne qui dit, OK, maintenant on va cadrer tout ça. Donc tu as le mouvement émotionnel ou idéologique et ensuite la norme qui vient cadrer le tout. En plus, le nœud nord en maison 8 et le nœud sud en 2, tu vois aussi une tension là entre la sécurité perso, je veux garder la main sur ma maison 2, hein, sur un système ou l'accès à certaines protections. Et tout cela devient plus collectif, plus conditionné. À partir de l'entrée de Neptune en bélier, on ouvre une séquence où des enjeux de ressources, de protection, de contrôle, de conditions d'accès deviennent compliqués, deviennent très présents. Et comme Saturne est de la partie, on est sur du très factuel, très concret, sur du cadre, sur du tu dois. Maintenant, on va aller regarder la maison 10. Parce que la maison 10, tout ça là, ce qui se passe en maison 8, c'est en soum-soum en fait. Nous, on va avoir les répercussions dans notre maison 6 parce que c'est notre maison du quotidien. Mais regarde, c'est trop intéressant. La lune qui maîtrise le fond du ciel, donc l'intime, se retrouve projetée sur la place publique en maison 10. Donc, milieu du ciel en taureau. Part de fortune, 11 degrés du taureau en conjonction à la lune au 13e degré du taureau. Uranus rétro, un peu plus loin en taureau, toujours en maison 10. Donc, Uranus, parenthèse, qui, avec Saturne, comaîtrise le stellium en verso. On est sur une scène taureau. Sécurité matérielle, économie réelle, stabilité, la valeur des choses, ce qui nourrit, ce qui soutient. Et le taureau, c'est aussi le corps, hein, la matière, la terre, ce qui est très concret, ce qui se mesure, tout ce qui se paie. Hein. Le taureau est maîtrisé par Vénus. La lune en maison 10, dans une carte collective, ça décrit un climat, besoin de protection, besoin de sécurité, mise sur le devant de la scène de la question du peuple, du territoire, de ce qu'on veut préserver. Uranus en 10, rétrograde, ça ajoute un choc, une réforme, un changement rapide, mais en fait qu'on peut déjà voir venir parce que c'est rétrograde, donc ça viendra pas de maintenant. Maintenant le 26 janvier. C'est quelque chose qui est déjà plus que palpable dans l'air, mais qu'on voit quand même pas venir sous cette forme-là. Ah, et ça, j'en suis sûre. Il y a un point de bascule visible finalement. Peut-être une rupture avec un cadre ancien. Donc, dans cette carte, il y a une tension claire. D'un côté, un besoin immense de stabilité et de l'autre, une dynamique de changement qui bouscule le cadre public et qui demande à la Lune de s'adapter. Et ça lui fait pas du bien, hein. Le fond du ciel, il est en scorpion. Hein. Tout le stellium en verso, là, il est en carré au MC en taureau. Et il est aussi carré à la Lune et à la part de fortune. Donc, le conflit, il est direct. Ce qui change dans le quotidien, dans les obligations, dans le travail, dans le rapport au corps, hein, au système de santé, vient percuter de plein fouet la sécurité matérielle et la stabilité collective. Algol, l'étoile fixe Algol, est en conjonction à Uranus ici. Donc Algol, évidemment, c'est la tête de Méduse. Mais tu sais, sur un thème collectif, ça nous parle du moment où on perd la tête, au sens psychologique. C'est-à-dire que là, il y a certainement une annonce, hein, quelque chose qui va être mis en place, qui sera comme un choc, quelque chose qui arrivera assez vite et qui laissera un instant de... Oh, je sais pas, c'est effroi le mot qui m'est venu, mais... Quand j'ai analysé le thème au début, je pensais plutôt à une forme de stupeur, mais bon, effroi est arrivé, donc je sais pas. Avec Uranus en 10, vraiment, ça peut correspondre à des annonces, à des décisions. Maison 10 co-maîtrisée, donc maîtrisée par Saturne, des réformes visibles qui provoqueront des réactions immédiates, incompréhension, sidération, besoin de retrouver de la stabilité et certainement une forme aussi de révolte et de colère qui se mettront en place.
C'est pour ça que la Lune en haut, en taureau, donc en opposition à ce qu'elle maîtrise, le fond du ciel, est très important parce que la Lune cherche la protection, le sol sous ses pieds. Donc Uranus vient bousculer le décor. L'enjeu émotionnel collectif ici, il est éminemment intéressant, il est éminemment puissant. Ok, on va la regarder donc. Vénus qui maîtrise la Lune et le milieu du ciel. Donc Vénus en Verseau en maison 6. Finalement, ici, Vénus, elle fait le lien entre plusieurs zones clés. Factuellement, Vénus est en carré exact à la part de fortune en maison 10, hein, et elle est aussi en carré à la Lune. Donc, tu as une tension directe entre Vénus en maison 6, quotidien, obligation, travail, santé, et la maison 10 en taureau, stabilité, sécurité matérielle, valeur économique, valeur économie réelle au sens public, donc stabilité publique. Avec Vénus impliquée comme ça, la carte, elle pose une question. Qu'est-ce qui vaut quoi? Qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui devient acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est plus, même en termes de valeur? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Et quelle priorité s'imposera à nous? Autre point, Vénus maîtrise les maisons 2, toujours dans tous les thèmes. Et là, la maison 2, Cuspide en Vierge, maîtrisée par Mercure. Donc, les ressources personnelles, l'argent personnel, la manière dont on gagne notre argent et dont on gère, va passer ici par l'énergie mercurienne. Mercure en Verseau, en conjonction à Vénus. Donc symboliquement, ça raconte quelque chose de très concret. Les ressources personnelles ne sont pas à part dans ce récit. Elles sont reliées au système du quotidien, reliées à des procédures, à des normes, à une forme d'organisation, de nouvelle organisation avec l'énergie du Verseau. Je ne sais pas, ça peut donner pour que ça fonctionne, il faut suivre ce cadre. Et là, tu vois, ça rejoint la maison 8. Argent partagé, prise en charge, assurance, impôts, et qui vient se connecter à la maison 2 via Mercure et Vénus en 6, tous en conjonction avec les maîtres de la maison 8. Donc la valeur et la survie se rencontrent dans la maison du quotidien. On va pas se mentir, faut serrer le cul quand même. Ah, un petit peu, quoi. J'aimerais aussi parler du corps physique parce que je t'assure, c'est hyper important ici. Donc, Vénus, c'est aussi le corps. Et en plus, ça vient maîtriser le MC en taureau, où il y a la lune. C'est aussi donc l'intégrité du corps physique. Ce qui est naturel, ce qui est vivant, ce qui est porteur de vie, ce qui est juteux. Et donc Vénus maîtrise le MC en taureau et se retrouve en 6 dans le stellium. Le corps physique n'est pas du tout un sujet secondaire ici. Il devient un endroit où le système s'inscrit. Et regarde, il y a un autre détail qui n'en est pas un, c'est que le descendant est en Verseau. Regarde, Vénus en Verseau au cœur du stellium ne parle pas seulement de valeur et de confort, elle parle aussi de la manière dont le collectif ou les lois collectives vont s'imposer dans nos vies et ce qu'on accepte ou pas comme nouvelles normes dans le contrat social du quotidien. Je ne sais pas du tout si j'arrive à être claire, je me sens dans le brouillard. Hein? Moi, c'est très clair dans ma tête et pourtant, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais là, bon, écoute, tu me diras en commentaire si j'ai été assez claire. Pour moi, une hypothèse cohérente avec la carte, c'est que quelque chose dans la gestion du corps physique, dans la santé du quotidien peut devenir une nouvelle normalité, quelque chose de standardisé, de rationalisé et vécu comme beaucoup comme ok, bon, bah, maintenant c'est comme ça, maintenant il faut faire comme ça, c'est la règle. Et puis il y en a d'autres qui vont se rebeller très fort parce que il y a des choses tout de même qui sont sacrées. Vesta est de la partie ici dans ce stellium. En fait, ça m'énerve. Je pense que c'est pour ça. Je suis pas dans le brouillard. Cette carte m'énerve, je pense. Je pense voir un peu ce qui se profile. Je ferai des hypothèses très factuelles en toute dernière partie de cet épisode. Je vais clôturer cette partie avec une autre étoile fixe, Albali. Franchement, symboliquement, Albali, c'est la valeur. En fait, quand j'ai vu ce placement, je me suis dit, ouais, putain, on va tenter de nous faire avaler des couleuvres, tu vois, avec la tête de Méduse là-haut, là, en conjonction à Uranus, on va tenter de nous faire avaler des couleuvres, quelque chose qu'on fait passer, qu'on fait accepter par la logique, parce que Mercure est en conjonction ici, par le discours, par la normalité. Donc Vénus ici, c'est pas du tout une planète à l'énergie douce. C'est une planète pivot qui parle de valeur, de coût, de corps physique, de ce qui devient acceptable dans le quotidien ou pas. Ok,
On va aller regarder un coup la maison 9. La maison 9, elle est en bélier et donc on a Cérès et Chiron. La maison 9, petit rappel, c'est la loi, les règles, les doctrines, l'idéologie, les grands cadres de pensée. Dans une carte collective, c'est vraiment ce qu'on décrète, ce qu'on justifie au nom d'eux. D'accord? En bélier, tu ajoutes évidemment la forme d'urgence, de décision, de rapport de force aussi. On tranche, on impose, on avance. Le bélier, c'est la bête à cornes qui fonce par excellence. Cérès, Cérès, c'est vital pour nous dans un thème. C'est nourrir, c'est protéger, c'est entretenir ce qui permet de vivre. Enfin, vraiment, c'est l'un des astéroïdes les plus importants d'un thème. Ce sont aussi les ressources essentielles à la survie. Hein. C'est très concret. Hein. Qui auront évidemment la blessure, le soin, une forme d'hypersensibilité aussi collective, hein, une zone où la société est touchée, fragilisée. On cherche une réponse ici. Tu me cales Cérès et Chiron ensemble en bélier en maison 9 dans le contexte de la carte que j'analyse depuis tout à l'heure. Bon, bah, on débat, on tranche, on encadre sur des sujets qui touchent au vital, d'accord? Le bélier maîtrisé par Mars. Mars, hop, 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 de nouveau en maison 6. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va conditionner la survie au quotidien, la sécurité, mais plus que cela, en fait, l'accès à l'essentiel. Et putain, là, je suis en train de parler, j'ai un flash de mon analyse de Pluton en Verseau. Ah, mais je n'ai pas le re-regardé, mais il me semble qu'il y avait aussi quelque chose avec Cérès et que ça nous disait que, je sais pas, ça me parlait de faim, F-A-I-M. Ah, il faudrait que je retourne voir ou si tu t'en souviens, n'hésite pas à partager en commentaire. Ok, on va aller regarder le maître de la maison 9. C'est Jupiter. Jupiter en cancer, en maison 11, rétrograde. Donc, ça parle évidemment là de collectif, maison 11, de solidarité. Hein, le cancer en maison 11, il y a une forme de... Toutes les personnes d'ailleurs qui ont un cancer en maison 11, la solidarité est très importante. On fait famille, voilà. Mais là, ça peut être aussi un discours de protection. En rétrograde, ça peut indiquer une réécriture du sens. On reformule, on ajuste, on re-raconte, on re-justifie, on te fait tourner en bourricolin. Donc, une hypothèse très cohérente avec cette carte, c'est un débat public intense, puis un cadrage autour de mesures présentées comme nécessaires, comme protectrices, même vitales. Et donc, quand tu touches au vital, bah, je suis désolée, tu touches à la peur, à la sécurité. Pour moi, le mot-clé de Jupiter rétro en 11 à cet endroit qui maîtrise donc Cérès, Chiron en bélier en 9, c'est le conditionnement. Pour protéger, pour nourrir, pour sécuriser, pour... j'en sais rien pourquoi. Bref, tu comprends la soupe, on pose un cadre. Et ce cadre peut être vécu comme une protection par certains et comme une prison par d'autres. Putain, d'autant plus que... Oh, je suis vulgaire aujourd'hui, je suis désolée, j'ai j'ai ma Pluton en maison 3 là qui s'excite, on se calme. Non mais parce que, regarde, la cuspide de la maison 12 en plus est en cancer, maîtrisée par la Lune, maison 12 maîtrisée par Jupiter et Neptune. Enfin bref, pour moi c'est le serpent qui se mord la queue cette carte. Ok, on va faire un petit tour sur la maison 3, parce que Mercure maîtrise la maison 3. La maison 3 a une cuspide en balance, donc co-maîtrisée par Vénus. Et il y a une fin de maison 3 en Scorpion. Avec une cuspide en balance, on a un climat de débat. Il va y avoir beaucoup de débats, de partage d'opinions, de pour ou contre, de recherche d'équilibre à travers le débat. Mais évidemment, on ne le trouvera pas. Hein. Je vais détailler ensuite pourquoi. Mais la balance cherche le dialogue. Hein. Mais elle crée aussi une forme de polarisation, parce que comme tout le monde veut rééquilibrer, tout le monde va chercher à se tirer la couverture. Non, c'est moi qui ai raison. Non, je te dis que c'est moi. Mais comme il y a une portion en Scorpion, hein, le discours s'intensifie. Le Scorpion en 3, ça peut vraiment donner des soupçons, des non-dits, des obsessions aussi pour certains. Je veux savoir, beaucoup de rumeurs, des discours très chargés. Oh là là, et en plus, comme les 2 maîtres du Scorpion sont en maison 6, en conjonction au stélium, ça va être très compliqué de déceler le vrai du faux, ça va être très dur. Parce que tout ce qui sera, comment dirais-je, tout ce qui sera parlé, débattu en maison 3 concernera directement tous les sujets de la maison 6. Tu comprends? Ça lie les deux. Pourquoi? Parce que les maîtres de la maison 3
sont tous, sans exception, en maison 6. Vénus, maîtresse de la balance, Mercure, maître de la maison 3, Pluton et Mars en conjonction, maître du scorpion. Ce n'est pas seulement un débat d'idées, c'est ça que je veux dire, c'est un débat qui touche à la vie réelle, ce sera très factuel. Je fais quoi moi? Qu'est-ce que ça change pour moi? Quel prix vais-je devoir payer? Je vais prendre donc quelques minutes pour poser des hypothèses. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses, des futurs potentiels. Hypothèse numéro 1, d'après les placements, ça va toucher à la santé, aux obligations et des accès conditionnés même aux soins ou au remboursement de soins. La maison 6, elle est saturée là. L'axe 6-12, il est suractivé. Et le lien maison 8, maison 6 permet d'émettre une première hypothèse, c'est que certaines choses liées à la santé et au quotidien deviennent conditionnées. Donc, ça peut prendre la forme de, pour accéder à X, il faut avoir Y, pour avoir droit à une prise en charge ou à un service ou à un remboursement ou à un dispositif, il faut respecter un protocole qui est irrespectable, mais dans le sens où c'est pas possible, quoi. Tu vois? Ou des normes qui deviennent obligatoires dans la pratique, donc pas forcément comme annoncé, hein, mais concrètement, tu n'as plus le choix si tu veux continuer à travailler, maison 6. C'est pour ça que ça m'a fait penser à la picouse. Donc peut-être qu'ils vont nous remettre la picouse d'ailleurs. Va savoir, courage à celles et ceux qui feront en sorte de ne pas s'injecter ce poison. Peu importe, chacun ses choix, mais en tout cas, là, il y a quand même quelque chose de très clair par rapport à ça. La carte met ensemble quotidien, santé, système et conditions d'accès. Bon, c'est une hypothèse qui est donc solide. Hypothèse numéro 2, la carte met une pression directe sur la question de l'argent, de la sécurité financière et de la valeur. Il y a quand même un carré qui est plus que massif entre la maison 6 et la maison 10 en taureau, hein. Donc on peut envisager des arbitrages assez durs. Par exemple, des changements sur le coût du quotidien. Déjà que c'est de plus en plus cher, c'est clair, c'est compliqué. Mon Dieu que c'est compliqué financièrement pour un grand nombre d'entre nous, mais que ça peut devenir encore plus cher, encore moins accessible, encore plus conditionné. Ou ça peut être des ajustements sur les aides aussi, les remboursements, les assurances, tu vois, les critères pour avoir le droit à des remboursements d'assurance, par exemple. Une mécanique qui se resserre autour de l'argent. Et ça peut créer une tension collective dans la maison 10 en taureau, parce que, regarde, la lune qui gère donc le fond du ciel y est présente. Et en plus, il y a un flou avec Cuspide de la maison 12 en cancer, donc elle aussi maîtrisée par la lune. Oh là, ils vont nous mettre une quenelle. Ah, ah, hop, putain. Hein? Ok, hypothèse numéro 3 qui, personnellement, avec la numéro 1, parce que je me dis l'hypothèse numéro 2, on est des petits filous, on peut toujours se démerder, vraiment. Mais par contre, dès que ça touche à la santé, obligation de picouse, je parle de la picouse, mais en réalité, ça peut être aussi de toute nouvelle technologie avec Pluton qui est de la partie en Verseau, en conjonction à tout ce stellium. Mais en tout cas, dans l'idée, dans l'énergie, c'est cette idée-là, quoi. Et donc là, l'hypothèse numéro 3, l'alimentation peut vraiment devenir un sujet central. Ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus inquiétantes. Pourquoi? Parce que le taureau est très fort ici. Vénus est importante. La maison 2 ici est très importante puisque ces 2 maîtres sont en conjonction en 6. Cérès en bélier en 9. Donc, le vital, la nourriture, placée dans la maison des lois, des décisions collectives. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous pondre là? Donc, ça peut être de nouvelles normes alimentaires ou du coup agricoles, ce qu'on autorise, ce qu'on interdit, ce qu'on impose, ce qu'on recommande, hein, avec le sourire. Puis si tu le fais pas, bim, taxe, 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 tu vois. Et ça devient progressivement obligatoire parce qu'ils te foutent le couteau sous la gorge et que tu n'as pas le choix. Ça peut être aussi des choix présentés comme nécessaires au nom de la survie, hein, de l'intérêt collectif. Jupiter rétrograde maison 11 en cancer, mais qui peuvent ne pas être bons pour nous, qui ne sera pas du tout bon pour l'humain. Ça, moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je ne dis pas qu'on va nous forcer à manger ceci ou cela, je dis que la carte permet l'hypothèse d'un cadrage par la loi ou par la norme autour du vivant, autour du nourrir, et donc de ce qui est vital pour nous. Affaire à suivre. Hypothèse numéro 4, je la pose quand même, mais je termine par celle-ci, puisqu'il y en a plein qui n'écouteront plus. Donc peut-être que ceux qui sont hyper inquiets ne seront plus là.
parce qu'il y a quand même une hypothèse un peu plus dure, mais je vais la poser quand même. Voilà. Euh, L'architecture du thème la rend possible, cette hypothèse. C'est un durcissement du cadre jusqu'à une logique de contrainte. Je ne vais pas aller jusqu'à dire loi martiale comme une annonce, mais je dis que la maison 9 en bélier, la loi plus le bélier, avec une dominante ici, Mars-Pluton, Neptune-Saturne en 8, plus le climat de sidération autour de Uranus, Algol en maison 10. Oui, ça autorise quand même un scénario où le pouvoir répond à une situation par un cadrage très ferme pour la population. Donc, ça peut prendre la forme de restrictions, d'obligations, de contrôles renforcés, de mesures d'exception, de, comment ils appellent ça là, d'état d'urgence, tu vois, mais au sens large. Des décisions rapides, tranchées, justifiées par la protection, la sécurité et la survie. Jupiter, maître de la maison 9, en maison 11, rétrograde, en cancer. Moi, c'est ça qui me fascine un peu. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a la vague de Neptune et le cadre de Saturne juste derrière. Donc, l'idée que ce n'est pas le chaos total, ou chaos total ne durera pas longtemps, mais un débordement et une reprise en main féroce. Voilà mes 4 hypothèses par rapport à ce cycle de 12-13 ans qui nous attend avec Neptune, mais je pense sincèrement que ça va commencer très fort. Je voudrais terminer l'épisode sur une note importante, parce que oui, clairement, la carte là, elle est intense. On va pas se leurrer. Et puis, vous savez comment je fonctionne, je pense maintenant, ça fait 1 an que vous m'écoutez. Moi, j'aime pas enjoliver les choses lorsqu'il n'y a pas matière à. Un chat est un chat et c'est comme ça. Mais factuellement, cette carte, elle n'est pas seulement noire, d'accord? Déjà, premièrement, on parle du transit de Neptune, mais il y a d'autres choses qui vont se dérouler au cours de l'année, notamment l'entrée de Jupiter en Lion. Il y a aussi la grande conjonction que j'analyserai Saturne-Neptune. Je pense que c'est avant tout ici une carte exigeante. Et il y a des choses qui sont factuellement lumineuses dans cette carte. Tout d'abord, la Lune en taureau en 10, elle est conjointe à la part de fortune. Donc, même si ça secoue, il y a un besoin collectif très fort de revenir au réel, à la sécurité. La Lune maîtrise, qui plus est, le fond du ciel en scorpion. Au concret aussi et au viable, parce qu'on est en taureau ici. Ensuite, il y a quand même Saturne qui est tout près de Neptune. Ah bah c'est dur, mais c'est aussi un garde-fou. Ça veut dire qu'à un moment, le flou doit rencontrer la réalité, qu'il y a des limites, qu'il y aura un cadre. Et ce cadre, il peut aussi nous aider à discerner, à trier, à ne pas nous laisser embarquer. Et surtout, parce qu'on est en maison 8, à ne pas nous laisser embarquer par la peur. Quelles que soient les décisions que vous prenez, prenez-les dans un état où vous n'êtes pas dans un état de peur. Ça, c'est très important. Et puis, il y a Jupiter en cancer en 11. Ok, il est rétro. Ok, il maîtrise tout le tralala là, en maison 9. Mais moi, en tant qu'astrologue, il me parle aussi de protection, d'entraide, de collectif, de réseau, de solidarité. Le monde devient plus contraignant. Ok. Et maintenant, tu sais quoi, nous, on va s'organiser, on va se regrouper et on va inventer une nouvelle manière de fonctionner, mais quoi qu'on fasse, en soum-soum. Hein. Alors oui, franchement, je pense qu'on va le sentir passer ce cycle neptunien. Mais il y a quand même quelque chose d'important dans cette carte. On va devoir redevenir lucide et surtout revenir à quelque chose qui touche à l'entraide. Ça, c'est très important. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Bon, j'espère avoir été claire, pas alarmiste, parce que c'est pas du tout mon but. Mais c'est vrai que là, il y a Neptune qui est en conjonction, ma Neptune natale en conjonction à Mercure aujourd'hui. Et bon, j'ai fait au mieux. Et à un moment, c'était clairement le moment de vous parler de Neptune. Mais je vous l'ai déjà dit, ça c'est trop rigolo. Quand je prends le micro pour parler de quelque chose, et lorsque je regarde le thème, mais toujours après, là j'ai fait une pause avant d'enregistrer les mots là que je suis en train de vous enregistrer. Je regarde souvent mon thème en synastrie avec les énergies du moment et à chaque fois, Mercure est en conjonction à la planète ou au point que j'ai décidé d'aborder ce jour-là. Franchement, c'est trop fortiche, quoi. Voilà, j'espère que le message sera passé et surtout que ça ne vous aura pas angoissé. J'espère que tu vas bien et que ton début d'année se passe bien.
que tu n'es pas trop stressé, que tu arrives à faire la part des choses et surtout à t'octroyer des moments de bulle et de sérénité. Et je sais, c'est sincèrement, c'est difficile. Essayons de ne pas trop regarder tout ce qui est information, etc. Bien que je pense que ce n'est pas une bonne idée de se tenir trop éloigné de ce qu'il se passe. Tout dépend aussi du filtre avec lequel tu regardes les informations qui te sont présentées, évidemment. Mais voilà, si tu es plutôt anxieux, essaie de te préserver au maximum. Ça, c'est très important. Au niveau de Astre et Joyeux, le podcast, bah, il y a plein de super choses qui vont arriver là, hein. Donc, il y a évidemment la série sur Pluton qui va continuer, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir des épisodes très importants, la grande conjonction Saturne-Neptune. Il va y avoir évidemment, je vais essayer au maximum en tout cas de vous faire des épisodes sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Je sais que vous aimez ça. Bon, j'arrive pas toujours à m'y tenir, mais je fais de mon mieux. Et puis d'autres éléments que j'ai envie de continuer, des séries que j'ai commencé et que je n'ai pas arrêté, mais c'est juste bah, que le temps passe et que je ne peux pas tout faire. Je peux pas tout traiter en même temps. Donc évidemment, il y a des séries qui vont s'étendre dans le temps, mais il y en a un épisode en tout cas qui je pense est très important. Surtout avec ce qu'on va vivre là. J'ai vraiment envie de vous faire un épisode, je vous en ai déjà parlé. Bah, je crois que c'était dans l'épisode sur Vénus et te réapproprier ton pouvoir créateur. Vénus, c'est aussi une zone d'illusion dans nos thèmes. On nous parle souvent de Neptune comme zone d'illusion, mais Vénus est une énorme zone d'illusion dans nos thèmes. Et là, avec tout ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule, je pense que c'est un épisode qui pourra factuellement être utile. Ouais. Enfin bref, tu l'as compris, l'aventure continue. Si tu as envie d'apprendre à interpréter un thème de naissance, n'hésite pas à te rendre sur mon site internet ou simplement en barre de description de cet épisode, tu auras les liens. Donc mon site internet, c'est astrejoyaux.com parce qu'il y a plusieurs formations de disponibles afin de t'apprendre à analyser un thème de naissance. Donc voilà, et inscris-toi à ma newsletter. J'ouvre, donc depuis le mois dernier, je réouvre des créneaux limités tous les mois. Donc voilà, si tu as envie que je mette mon nez dans ton thème de naissance, ben, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et surtout, comme toujours, prends grand soin de toi.